Ethnologue aventurier, espion un peu raté, Leo Frobenius est un Indiana Jones allemand du début du XXe siècle. Il est l'un des premiers à valoriser l'apport des civilisations africaines dans le contexte colonialiste de l'époque. Dans l'entre-deux-guerres, il inspire des poètes du mouvement de la négritude. Senghor va dire par exemple qu'il a découvert son africanité grâce à Frobenius, en lisant Frobenius. Leo Frobenius naît à Berlin en 1873. Très tôt, il se passionne pour l'Afrique en lisant des récits d'explorateurs allemands comme Heinrich Barth. On est à la fin du XXe siècle. En 1884 se tient la conférence de Berlin qui organise le partage colonial de l'Afrique. L'Allemagne va rattraper son retard colonial en Afrique et va collecter des objets à n'en plus finir, de sorte que ce sont les musées allemands qui ont encore aujourd'hui le plus grand nombre d'objets. Dans ce contexte, l'ethnologue autodidacte se construit une légitimité sur l'art africain. En 1905, il fait un voyage au Kasaï, une province de l'actuel Congo. C'est la première des 12 expéditions qu'il fera au cours de sa vie. Le Maghreb, le Nigeria, le Sénégal. Jusqu'en 1914, Leo Frobenius explore différentes régions de l'Afrique. Il rapporte des objets ethnographiques, des contes et des fables de peuples africains comme les Mossis en Afrique de l'Ouest. Une histoire orale qui est négligée par les Européens à l'époque. Frobenius va essayer de retracer des grandes mythologies, va s'apercevoir que ces histoires sont extrêmement complexes, que ces narrations sont extrêmement complexes et aussi belles que les épopées médiévales ou que d'autres histoires qui ont marqué la culture européenne. Leo Frobenius est un peu excentrique et met régulièrement en scène ses voyages. Le but, asseoir sa légitimité auprès du milieu académique et surtout, financer ses voyages qui coûtent cher. C'est comme ça qu'il attire l'attention de l'empereur Guillaume II, qui en prendra en charge plusieurs. Ses retours d'expédition sont spectaculaires. Avant d'entrer dans Francfort, il met de la poussière sur les voitures et il rentre à grand renfort de klaxon dans Francfort. Il met une girafe sur un bateau et il demande à l'empereur de s'asseoir sur la rive et il salue l'empereur avec la girafe. Et bien sûr, toute la presse de l'époque est là. Les découvertes de Leo Frobenius plaisent à Guillaume II, qui y voit une opportunité politique. La Première Guerre mondiale perturbe ses projets d'expédition. Leo Frobenius s'improvise espion allemand au service de Guillaume II et ça ne va pas se passer comme prévu. Il est chargé de soulever les tribus arabes contre l'Empire britannique. Mais la mission est un échec. Leo Frobenius se vante sur tous les toits d'être un espion, il est repéré par des Italiens et il est renvoyé en Europe. Dans les années 1920, il poursuit ses voyages au Zimbabwe et au Soudan. C'est là qu'il découvre des peintures rupestres paléolithiques faites sur des parois de grottes il y a 40 000 ans. Il en fait des relevés, c'est-à-dire des copies à l'aquarelle ou à l'huile. La préhistoire est une science très neuve, très récente. Personne ne s'imagine qu'on va trouver des choses aussi extraordinaires qu'Altamira de l'autre côté de la Méditerranée. Mais lui, Frobenius, il en est persuadé dès le début. En 1926, il crée l'Institut Frobenius à Francfort. C'est l'un des plus anciens centres de recherche en anthropologie en Allemagne. Il abrite aujourd'hui plus de 8000 relevés, ce qui en fait une collection extraordinaire. Il en fait des expositions qui vont avoir des succès planétaires. En 1930, à la salle Pleyel à Paris, en 1933 au Trocadéro, puis à Berlin et ensuite New York. Il va faire comprendre au monde entier que les cultures africaines sont d'une richesse incroyable et qu'on a tort, d'une certaine manière, de les négliger. Elles ont au moins la même ancienneté, la même antériorité que celle de l'Occident. C'est sa grande théorie de la morphologie culturelle. Les cultures naissent et sont nourries des échanges entre les différentes civilisations qui se côtoient. Ces expéditions ont une autre particularité. Les relevés sont réalisés majoritairement par des femmes. Ce qui est rare pour l'époque, c'est même l'un des seuls ethnologues à s'entourer d'une équipe féminine. La presse trouve alors un petit surnom à son établissement, l'Institut des Amazones. La dessinatrice Agnès Schulz réalisera plus de 285 copies de peintures rupestres en 4 mois pendant la dernière expédition en Libye. Les travaux de Leo Frobenius ont largement dépassé la discipline scientifique. Son ouvrage Histoire de la civilisation africaine, traduit en français en 1936, sert de base de réflexion au mouvement de la négritude dans l'entre-deux-guerres. Ces écrivains, issus en majorité des colonies françaises d'Afrique subsaharienne, comme Léopold Sédar Senghor ou l'écrivain martiniquais Aimé Césaire, défendent des valeurs culturelles de l'Afrique noire. Leo Frobenius meurt en 1938. Dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale, l'ethnologie allemande est rejetée. L'héritage de Leo Frobenius est redécouvert dans les années 1980 grâce à des travaux universitaires.